chaque semaine, la CFTC, donc, qui est le régulateur américain des contrats futurs, publie pour toutes les catégories de traders le nombre de contrats futurs détenus à l'achat et à la vente, et notamment les institutionnels. Donc, idéalement, si l'or devait réaliser une cassure technique haussière de 1550 $, et qu'on découvre au prochain rapport de la CFTC que la position longue des traders institutionnels a encore augmenté, on sait que c'est eux qui l'ont fait, et donc on sait qu'on ira, on sait, bien sûr, mais on va viser 1800 ou 1900 $. Alors, il n'est pas voilà à quoi ça ressemble un rapport compte, si vous avez cité du Bitcoin. Ça peut paraître imbuvable. Petite publicité pour TradingView oblige, pardon. Vous pouvez voilà, reporter en un clic les courbes des positionnements donc sur le contrat futur. Et regardez bien ici à l'époque, début 2018, lorsque le Bitcoin est passé de 4002 à 14 000, ça a été largement accompagné par les achats des institutionnels. Et actuellement, là où on s'interroge encore un peu, c'est qu'effectivement les institutionnels ont commencé à réduire le solde net vendeur, et c'est pas encore si significatif que ça. Donc ça, pour moi, c'est primordial pour filtrer les cacheurs techniques de long terme, c'est-à-dire que font les institutionnels sur les futurs et les options. Et toutes ces données sont publiques, publiées chaque semaine sur le site du Chicago Mercantile Exchange, CME. Voilà. Et ça fonctionne sur tous les futurs. Tu peux les avoir sur tous les futurs agricoles et pareil sur le S&P 500, Eurostock. Tout à fait. Et sur TradingView. Alors, sur TradingView, pas encore. D'accord. Parce que là, on dirait que c'est. Qu'est-ce que tu as sur TradingView? Comme à propos de toi. Alors en fait, bon là je l'ai, j'ai euphémisé, mais alors il se trouve dans la liste des indicateurs où tu tapes Commitment of Traders Bitcoin CM. Voilà. Ah oui. Alors, il faut faire aussi attention, c'est que les données sont publiées une semaine de retard. Donc oui. Est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que depuis quelques années, il y a beaucoup de positions options de gré à gré qui n'apparaissent pas sur les marchés listés? Notamment, on sait que l'or papier qui est un moment de la profusion, et on n'a pas l'info. De toute façon, au niveau Est-ce que ça relativise le commitment of trader? Au niveau des volumes, là où c'est le plus transparent, enfin, aux États-Unis, ce sont les marchés d'options et de futurs. C'est tellement régulé que voilà, tout le monde sait en temps réel quelle option négocier, quelle est la position ouverte, strike par strike, ça on sait tout. Sur les marchés de gré à gré, oui, effectivement, vu que c'est pas centralisé, donc le Bitcoin classique qui est pas centralisé, donc de gré à gré, ouais, j'imagine qu'il y a encore vraiment des choses ou pas. Divergence cachée. Alors, les divergences cachées, c'est à prendre avec des pincettes. Je ne sais pas qui a inventé ça. N'en parlez pas à ceux qui doutent de l'analyse technique, c'est ce qui se rapproche le plus de la sorcellerie. Maintenant, quel est le principe? Alors, est-ce que quelqu'un peut simplement dire la différence entre une divergence standard et cachée? Vraiment des choses basiques qui me viennent à l'esprit. Standard, les taux font un niveau plus haut alors que l'oscillateur n'est pas un niveau. Et le caché, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les prix ne font pas un niveau plus haut, et en revanche, l'oscillateur lui reste au même niveau ou fait un niveau plus haut. Exactement, c'est un peu ça. Alors, j'ai des exemples ici qui fonctionnent bien. Le RSI, vous utilisez le RSI? Oui. C'est une façon de représenter le momentum. Le RSI, c'est comme ce que j'ai fait ici avec le momentum, sauf que le momentum, c'est un taux de croissance vers le haut, c'est juste un taux de croissance mathématique. Le RSI, c'est un indicateur technique, c'est-à-dire qu'il a été créé par quelqu'un qui a fait sa notice d'utilisation. Mais ça représente la même chose.
Donc les divergences standards de RSI, c'est une alerte, très bien, il faut s'en servir. Maintenant, les divergences cachées. Alors j'ai ici un tableau, on va se concentrer sur la divergence haussière cachée. C'est donc le RSI qui casse un support, non pas le prix. Le prix préserve le support. On peut se poser la question. Et avant de se poser la question, le RSI, à la place d'être simplement, comment dire, un indicateur borné entre 0 et 100, 50, on met des traits, etc. Et tout. En fait, c'est quoi concrètement le RSI? La meilleure façon de savoir si vous maîtrisez un indicateur, c'est de pouvoir expliquer concrètement ce qu'il représente. Même plus simple que ça. La meilleure façon de maîtriser un indicateur, c'est de faire en sorte de pouvoir expliquer à quelqu'un la valeur de son axe des ordonnées. Donc, toujours vous êtes avec un ami, vous avez mis le RSI, vous voulez lui expliquer que vous êtes le meilleur, vous avez gagné tant grâce au RSI. Puis là, il va vous poser une question toute simple. Ah, mais au fait, ton RSI, là, 37, là, ça veut dire quoi? C'est là où vous ne pouvez pas lui dire RSI 37 et lui expliquer ce que c'est. Il peut perdre confiance, quoi. Je ne sais pas si vous avez une idée. Ça, c'est pur, c'est du chartisme pur. Et je connais donc des partisans du chartisme qui, ce jour-là, disaient un 20, un 25, un 30, ça y est, c'était parti. Ça rappelle l'intérêt. Déjà, première chose, conséquence d'un piège technique. On réintègre cette bougie rouge. On réintègre cette bougie rouge, on annule la musique jurassienne. Si on annule un signal haussier, c'est hyper baissier. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Et donc, souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on revient à la base de la figure. Donc, certains ne fuient pas les pièges techniques, certains les attendent. Ils attendent les contre-pieds, ils vont traiter sur les contre-pieds. Et donc, les pièges techniques, ils adorent. Et au final, on peut considérer que le piège technique est un outil de l'analyse technique. Donc, si quelqu'un dit, bon, voilà, ça ne marche pas, faux signal, c'est nul, il faut expliquer que ce faux signal est un outil. Si derrière, on sait, alors, voilà. Alors, on peut se protéger bien sûr des faux signaux en croisant plusieurs approches, c'est ce qu'on va regarder. Mais en tout cas, je voulais commencer par cette partie pour simplement dire qu'on n'est pas obligé d'avoir le RSI, tout ce que vous voulez. On peut simplement faire du chartisme et puis utiliser les contre-pieds. Alors, conséquence d'un piège technique, bon ça je vous l'ai mis à l'écrit, vous pourrez le lire. Celui-là il est quand même super. Toujours le cours de l'euro-dollar en données journalières. C'est tout le mouvement qui s'est déployé entre l'élection présidentielle des Macron en 2017, la hausse, l'épaule qui était pour la Sénat, je ne sais pas si vous vous souvenez pas, elle était à Sénat. Et puis donc on a une cassure de ligne de coût. Très bien. Vous pouvez éventuellement voir une micro-divergence, on ne peut pas exagérer parce que si on commence à avoir des divergences partout, il faut que ça soit juste. On se maintient sous la ligne de coût. Réintégration à cette bougie qui vient donc annuler celle que sur la ligne de coût. Réintégration, contre-pied, et on repart en tendance haussière, on est reparti jusqu'à un 25. Ouais. Donc le piège technique en l'état, ici, on va appeler sa perte. Moi j'ai shorté, j'ai pris mon stop ici. Donc là, ça ne fait jamais du bien. Mais l'idée c'est de réagir tout de suite. Puisque le piège était là, c'est sûr qu'en fait la vraie bonne tendance c'était l'autre. Autant rentrer tout de suite. Quoi. Bon, c'est peut-être une vision un peu personnelle, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire ici. D'ailleurs, attention là sur ce graphe, on voit que